Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut, bienvenue sur Mordu le podcast. Si vous êtes un accro de glisse ou un amoureux de la nature, vous êtes là où ça se passe. Je suis Mathieu et je vous embarque pour cette fat interview avec Titouan Galéa. Titouan, c'est le rider qui déchire tout en wingfoil, le nouveau sport qui fait fureur. Titouan est double champion du monde. Vous allez découvrir un champion incroyable à la personnalité attachante. Enfant des îles, Titouan a grandi en Nouvelle-Calédonie, en partie sur un bateau, un voilier. C'est pendant cette période qu'il a forgé cet amour de la glisse et un formidable talent dans la pratique de ce sport. Ceux qui écoutent régulièrement le podcast le savent, j'aime bien demander à mon invité quelle a été sa pire galère. Alors là-dessus, Titouan, je vous préviens, il m'a régalé, je lui décerne largement la palme de tous nos invités. Il aime l'aventure et n'hésite pas à emprunter des chemins pas possibles, quitte à se retrouver dans des situations invraisemblables. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Titouan Galéa, itinéraire d'un surdoué de la glisse. Salut Titouan, bienvenue sur Mordu. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. De rien, ça me fait plaisir. Comment ça va ? Ça va très bien. Ouais, tout roule. On est à Montpellier, on enregistre chez F1. Alors moi, je suis très très content de te recevoir. Tu es double champion du monde du tout dernier sport à la mode, le wing. Ça va m'intéresser de savoir comment t'en es arrivé là. Mais pour commencer l'échange, petit défi pour toi. Est-ce que tu peux me décrire le wing comme si j'en avais jamais vu et que j'avais jamais vu un foil de ma vie ? Beaucoup de gens connaissent certainement la planche à voile, donc c'est sûrement ce qui s'en rapproche le plus. Sauf que c'est une petite voile qu'on a dans les mains et qui n'est pas rattachée à la planche comme la planche à voile. Et on a une planche qui est plus petite qu'une planche à voile, donc qui fait entre 1 mètre et 1 mètre 50 de long, et sous lequel il y a un grand aileron avec dessous l'aileron comme un petit avion sous l'eau. Et une fois qu'on prend la vitesse, ça nous permet de voler au-dessus de l'eau. Est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que c'est kiffant de faire ça ? Est-ce que c'est facile ? Ouais, je pense que c'est le sport, l'un des sports nautiques les plus accessibles. Il n'y a pas que des windsurfers et des kitesurfers qui en font. Il y a aussi une autre communauté qui vient du surf ou même des gens qui ont quasiment pas fait de sport nautique qui y viennent parce que ça fait moins peur que les autres sports. Il n'y a pas de ligne, c'est beaucoup moins lourd et encombrant que du matos de planche à voile. Et on peut en faire aussi sans foil. La voile est très légère, donc un enfant de 5 ans il peut déjà s'initier, ou quelqu'un qui n'est pas forcément physique. Donc ça touche un public plus large. C'est tout nouveau, ça a 3 ans, le wing. C'est ça, tout juste. À peine, ouais. et quand on a vu le truc un peu débarquer, tous ceux qui sont dans la glisse, il y avait quand même certains, et j'ai entendu... Chez des revendeurs d'ailleurs, mais pas de F1, d'autres marques qui disaient le truc c'est compliqué, ça va être un truc de méga expert et tout ça, avec les leashes, les trucs. Et en fait, il y avait cette hypothèse qui était faite de dire ce sera un truc un peu niche pour des spécialistes. Et c'est marrant parce que ce que tu dis, moi je m'en fais écho. On voit des gens qui faisaient pas de glisse ou qui avaient une planche à voile dans les années 80 qui sont en train de se saisir de trucs. Avec effectivement le kite, les lignes, ça faisait un peu peur, où il fallait de la place, ou tout simplement des gens qui se disaient j'ai un peu raté le wagon du kite, il y a un nouveau truc qui se lance, c'est l'occasion, ça a l'air cool, je m'y mets. Au début, peut-être que ça a fait peur parce que des gens comme moi, par exemple, on a très rapidement pris des très petites planches et du coup on raidait souvent dans du vent fort et ça, dans certaines conditions spécifiques. Les débutants, ils prenaient souvent des très grosses planches avec des très gros foils. Et donc là, forcément, c'était pas le plus intéressant. Mais voilà, une fois qu'on prend un peu de niveau et qu'on peut réduire la taille de la planche, mettre des straps, utiliser des foils plus petits, on ouvre vraiment plein de possibilités avec ce sport en faisant du freestyle, des sauts, de la vague, de la vitesse. Cool. On va revenir sur le wing. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton enfance, tes débuts dans les sports de glisse, parce que le wing, ça a que 3 ans, tu es le tout récent champion du monde, mais tu as toute une trajectoire qui fait qu'aujourd'hui, tu as ce niveau-là. Puis c'est assez sympa, parce qu'en plus, j'imagine que ça a commencé en Nouvelle-Calédonie, mais tu vas nous le raconter. C'est quoi tes premiers contacts avec les sports de glisse ? Moi, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie.
Voilà, mon père, il a toujours fait, il a fait de la planche à voile et du kitesurf quand j'étais tout petit, quoi. Et donc, je crois que j'ai commencé par faire de la voile en tout premier, voilà, de l'optimiste, puis du hobby cat. J'ai fait 2 championnats du monde en hobby cat en 2010-2014. Sinon, mon père m'a initié au kitesurf quand j'avais 8 ou 9 ans. À cette époque-là, j'habitais pas en Calédonie, j'habitais à l'île Maurice, voilà, pendant 1 an. Donc, c'est là-bas que j'ai appris. Et après, je suis retourné en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, vers mes 9 ans à peu près, je savais faire du kite. Et puis j'ai fait aussi de la planche à voile. Et c'est à mes 18 ans que je suis parti de Nouvelle-Calédonie pour venir en France faire des compétitions de kite. Ton premier souvenir de glisse et qu'est-ce qui t'a plu à ce moment-là? T'as toujours... ton père faisait des sports de glisse, donc t'as suivi le truc naturellement ou Voilà, j'ai toujours vu mon père quasiment faire du kite. Je suis né en 1997, il a commencé dans les années 2000 avec des 2 lignes. On habitait en Nouvelle-Calédonie à cette époque-là. Vers mes 7-8 ans, j'ai commencé à avoir mes petits kites, une 2 mètres carrés, je m'en souviens, Wipika. Je crois que c'est ça le nom, ouais. Et j'en faisais sur la plage avec. Et vers mes 8-9 ans, à cette époque-là, on habitait à l'île Maurice et c'est là-bas que j'ai tiré mes premiers bords, voilà, au Kite Lagoon, au Morne. Ah, donc, juste un des meilleurs spots du monde, voire le meilleur spot du monde. Ouais, j'ai eu de la chance d'habiter là à ce moment-là et voilà. Et l'année d'après, je suis rentré. Et ils faisaient quoi tes parents là pour se mettre sur les meilleurs spots du monde là? Mon père, à cette époque-là, il était plongeur professionnel, donc il a été muté 1 an à l'île Maurice, voilà. Plongeur professionnel du coup dans l'armée ou Non, pour la protection des coraux. D'accord, ouais, donc très engagé côté mer. Donc t'as vraiment grandi là-dedans, ouais. J'habite aussi, mon père habite sur un voilier depuis que j'ai 10 ans à peu près. D'accord. Voilà. Donc toi t'as habité sur un bateau? Ouais, de temps en temps. Mes parents sont séparés, j'habitais plus souvent chez ma mère, mais de temps en temps... Elle était où ta maman? En Nouvelle-Calédonie, dans une maison là-bas. D'accord, donc une vie particulière d'adolescent, d'enfant. À la fois ça fait rêver, c'était aussi cool que ça peut avoir l'air sur le papier ou tu te serais bien vu aussi posé dans un lycée en métropole Ah non, posé dans un lycée en métropole, je pense pas. Je pense que j'étais quand même plutôt content d'être en Nouvelle-Calédonie. Après, j'ai quand même pas mal bougé dû au métier de mon père et d'autres facteurs. Donc ça, c'était peut-être pas le mieux quoi, pour ma scolarité et même mon enfance. Mais et vivre sur un voilier, c'est génial quand on part en voyage. Mais vivre à l'année sur un voilier de 12 mètres, c'est pas le top. Donc c'est pour ça que je passais quand même plus de temps chez ma mère, quoi. C'est assez petit, surtout quand on est à la période de l'adolescence, qu'on a besoin parfois peut-être un peu de sa privacité, d'intimité. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas toujours simple. Et t'as un souvenir de cette enfance sur un voilier, quelque chose Forcément, voilà, faire du kite, de la planche à voile, c'est beaucoup de matériel. Et déjà que moi, je suis pas quelqu'un de très organisé. Alors sur le bateau, l'espace, c'est vraiment une galère. Donc à chaque fois, c'est une mission de tout ranger. Ah ouais, donc c'était un 12 mètres et en plus avec papa qui avait des bords dans tous les sens, des voiles. Ouais, et moi aussi, donc du coup, c'est pas très pratique pour ranger le matériel, quoi. T'as des frères et sœurs? Non, je suis unique. D'accord. Ah, donc t'as vraiment partagé cette passion avec ton père en binôme sur un voilier. Ouais. En fait, ça remonte encore plus loin. Il faut savoir que mon père, il a 2 frères et ils ont fait le tour du monde en voilier avec mon grand-père. Voilier qui est toujours là chez mes grands-parents, ici en France. Donc voilà, ça remonte d'il y a déjà un petit moment. Et du coup, toi, ta mère, elle était cool avec le fait que tu suives cette passion pour la mer, pour l'ailleurs, pour le voyage? Ah oui, je pense qu'elle a toujours voulu mon bien, quoi. Donc elle m'a toujours poussé là-dedans. Elle est aussi de ce milieu, hein. Elle faisait de la planche à voile plus jeune. Elle n'a jamais fait de kite, mais elle faisait de la planche à voile et elle est toujours proche de la mer. Enfin voilà, elle habite en Calédonie depuis 30 ans. Enfin, tout le monde passe une journée par semaine sur un bateau là-bas, quoi. Donc forcément, quand on habite en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on aime la mer, quoi. C'est super intéressant tout ça. Je te pose la question parce qu'on va revenir à ton parcours récent dans le wing et la progression que tu as eue. Et on peut imaginer que les bases solides que tu avais fait que tu as vite décollé. On va y revenir. Alors il faut savoir que mes origines, surtout en compétition assez récente, c'était plutôt le kite foil. J'ai fait énormément de kite foil. J'ai fait
4 ans de haut niveau en kitefoil. En race ou en freestyle? En race. Donc en race, c'est faire des courses, passer des bouts, aller le plus vite possible sur un parcours. C'est ça, voilà. C'est maintenant un sport olympique pour Paris. Et donc je faisais énormément de ça, mais je m'étais quand même diversifié. Hein. J'ai toujours aimé toucher à tout. Bon, je faisais du twin tip, bien sûr. Et puis vers cette époque-là, voilà, 2018-2019, c'était le début du surfoil. Donc je m'étais mis au surfoil, mais aussi au stand-up paddle foil. Donc on fait des downwind. Et ici, dans la région à Montpellier, il y a des fois des bonnes conditions par tramontane ou sud-est. Et donc du coup, un jour, voilà, c'est une histoire assez sympa. J'ai fait un downwind donc on part d'ici de Carnon et jusqu'à Port-Camargue, de l'autre côté de la baie. Et c'est là où Raphaël, mon boss, il va tester. Souvent, c'est donc Raphaël Salle, le boss de F1. Oui, voilà, qui teste les bandits ou les autres kites ou les twin tips ou les surfs qu'il a essayé. Et là, c'était en mars 2019. Du coup, c'était ses premiers prototypes de wing, ou la 5e peut-être. Et je suis arrivé là-bas avec mon subfoil et ma rame, et il m'a dit tiens, Titou, essaye ça. Voilà, donc moi j'en avais déjà vu une ou deux fois sur les réseaux, vite fait à Hawaï ou à Wood River. Mais voilà, on avait vu des posts à Hawaï, c'est tout. Et du coup, il m'a dit tiens, teste ça. Et donc j'avais juste à déposer ma rame et prendre la wing. Et du coup, je suis allé tester, j'ai tiré quelques bords. Donc à cette époque-là, mon sub, c'était quoi? C'était une 6-0 avec un foil de 1400. Donc il devait y avoir 30 nœuds. Donc voilà, j'ai réussi. Ça part vite, mais t'as réussi à partir direct. J'ai réussi à en faire tout de suite. J'ai tout de suite fait des jibes, des tacks dans tous les sens, sans problème. Mais t'es meilleur que la moyenne. Je me suis dit voilà, je voyais pas forcément d'avenir à ce moment-là du tout là-dedans, quoi. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, on ride des foils de 700 avec des boards qui font 4 pieds. Alors que là, j'étais avec mon 6 pieds de 80 litres, mon foil de 1400. Il faut imaginer dans 30 nœuds, donc beaucoup de prise au vent, sans strap, voilà, avec une wing de 2.8. Donc forcément, ça n'amène pas les mêmes possibilités qu'avec le matériel avec lequel je navigue aujourd'hui, quoi. Donc tu étais loin d'imaginer que ça prendrait, que ça exploserait aussi vite? Complètement, franchement. Et même, ça c'était en mars, mais même en avril, en mai, alors que ça avait déjà évolué à ce moment-là, j'ai jamais pensé que ça exploserait autant. Quand est-ce que tu as compris que ça allait basculer et devenir ce que c'est en train de devenir? Je pense que c'était quand on a commencé à publier des vidéos de wingfoil dans les vagues et que ça faisait le buzz. Et aussi quand on a eu la première compétition il y a 2 ans au Brésil et que voilà, ça avait fait un peu de bruit. Et donc là, je me suis dit, il y a sûrement un avenir pour ce sport. Ça, moi, je me souviens très bien. Je crois que c'était ça, été 2019, où il y a eu les premières vidéos sur Instagram ou sur les réseaux de quelques riders, je ne sais pas si tu en faisais partie, qui commençaient à surfer des houles. Et là, on s'est dit, oulala, ça a l'air juste incroyable ce truc, avec le wing que tu laisses tomber au vent. Ouais, cette première année, là, en 2019, ça a évolué très, très, très vite. Hein. Voilà, ça, on parlait là à l'instant du début en mars. Mais c'est vraiment en avril-mai qu'on a commencé à en voir. En juin, nous, on a fait le photoshoot à Madagascar dans les premières vagues. J'ai commencé à voir le potentiel. Et puis c'est quoi? En octobre, je crois, on est allé au dealer meeting au Morne, à Maurice. Et je suis allé à Manawa en wing. Et là, je me suis dit, le potentiel, il est juste énorme, en fait. C'est là que j'ai réalisé, en fait, ouais. Donc... Pour ceux qui n'ont pas vu, j'invite à regarder, ça va être sur ton compte Insta, ça va être trouvable facilement, Titouan qui ride Manawa en wing, qui se fait des surfs de ouf, qui envoie des backloops, ça fait juste rêver. Et ouais, c'est la source, quoi. Enfin, c'est vraiment la quête de tout le monde de pouvoir se taper des sessions comme ça. C'est incroyable ce qu'on raconte, parce que ça a explosé en 6 mois le truc, quoi. Enfin, tu parles de mars, boum, octobre. Ouais. Moi, j'ai eu des échanges avec d'autres fabricants, distributeurs, et tous se sont dit, en fait, on a vu le truc exploser tout de suite, on y a cru, on a récupéré des bouts de kite qu'on avait, on a commencé à bricoler des wings parce qu'on savait qu'il fallait qu'on vende, parce que le truc allait prendre super vite. Donc tout le monde s'est engouffré, il y a eu 10 marques de wings Enfin, tout le monde s'y est mis en 6 mois, quoi. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. Le kite, ça a pris des années avant que ça démarre. Le wing, ça s'est fait en 6 mois. Ça a évolué super vite. On est au tout début. Tu vois que toi, quoi comme prochaines évolutions?
Ah, je sais pas, pour le moment, j'ai fait que me tromper. J'ai jamais cru que ça allait exploser autant. Donc, l'évolution maintenant, je sais pas où est-ce que ça va aller, mais. D'un point de vue, alors là, je parlais d'un point de vue technique. Est-ce qu'on va avoir un harnais Toi, j'ai l'impression que tu rides sans leash au pied, mais tu nous en parleras. Est-ce que les boards vont changer? Qu'est-ce qui va changer? Sur quoi tu travailles? Comment tu vois le truc évoluer techniquement? Pour le moment, voilà, c'était un sport vachement de freeride. Et maintenant, on a un tour mondial complet encore cette année. Et donc, forcément, il y a des disciplines qui se créent et ça va de plus en plus devenir spécifique, comme la planche à voile, hein, je suppose, où ils ont 3 disciplines, voire peut-être 4 même, avec le foil. Mais voilà, pour le moment, nous, on a les vagues et le freestyle et la race. Donc ça fait déjà 3 disciplines et forcément voilà, c'est du matériel différent qu'il faut pour chaque discipline, notamment la race qui est vachement spécifique, hein. Peut-être que si on n'a pas de limite, on va devoir avoir des wings, je sais pas, en carbone, des foils très, très performants. Il y a un autre truc moi qui marque par rapport à l'explosion de la pratique en foil, hein. Donc toi tu fais du wing, tu connais très bien ce support, c'est les accidents. Alors je parle des accidents parce que au début, le foil, tu vois le truc, tu te dis oula, j'ai pas envie de le prendre sur la tête. En tout cas, c'est l'a priori qu'on a. De fait, quand on commence le wing, notamment, le truc se retourne pas très souvent. Enfin, en fait, il n'y a pas vraiment d'accident. C'est moins dangereux que ça a l'air. Mais tu peux quand même le prendre sur la tête. Moi, je sais que j'ai déjà pris mon foil sur la tête en kite. J'ai une petite cicatrice sur le front. Bon, bah, j'ai mangé mon kite. Toi, t'engages énorme, hein. T'envoies des backloops, des doubles maintenant, des rotations dans tous les sens. Je te vois pas souvent avec un casque. Tu le manges un peu ton foil ou comment ça se passe? Alors non, j'ai jamais mangé mon foil, mais bon, ça pourrait m'arriver n'importe quand, hein. En compétition, on met des casques et j'en mets pas assez souvent, mais je pense que je devrais quand même en mettre tout le temps quand je m'entraîne en freestyle. Après, voilà, c'est rare que j'essaye des nouveaux tricks et tout ça. J'essaie surtout de consolider les tricks que je sais faire. Donc, il y a peu de chances que je tombe et que je me blesse. Mais par exemple, bien sûr, quand je suis allé tenter des doubles et tout ça, bah, bien sûr que j'avais mon casque, j'avais un gilet d'impact et tout ça. Il y a des fois, je fais quand même attention. Et ouais, non, j'ai jamais pris le foil sur la tête, mais c'est sûr que ça peut être fatal, notamment des petits foils qu'on utilise dans les vagues qui sont vachement aiguisés, pointus sur les bouts d'ailes. Enfin, ouais, ça peut être fatal, hein. J'ai vu quand même des photos d'accidents. Je trouve moi j'en vois pas beaucoup, c'est pour ça que je te posais la question, c'est que je me dis a priori ça doit quand même avoir un paquet d'accidents, de fait j'en vois pas beaucoup, j'entends pas parler. Toi t'es vraiment dedans? Non, c'est sûr, hein, par rapport au nombre de pratiquants, on n'en voit pas beaucoup, mais bon, il y en a quand même et ça peut être fatal, quoi, je pense. Même une collision entre des riders, hein, quand on fait de la race en wing. Bon, avant, c'était la même chose, je pensais la même chose en kite foil, ça pourrait être encore pire parce qu'on a des plus grandes vitesses. Mais voilà, on arrive, si quelqu'un tombe devant nous et qu'en foil, on le tape n'importe où, ça peut être, je pense que ça peut être fatal, hein. Moi, je me souviens, une des premières démos de subfoil que j'ai vues, c'était Laird Hamilton du côté de Biarritz. Il était venu faire une démo et on regardait un peu tout ça, un peu médusé, on trouvait ça juste incroyable. Et je me souviens qu'il disait ouais, le foil c'est top, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pour les experts. Et surtout, faut faire ça sur des spots où il n'y a pas de surfeurs ou d'autres pratiquants. Moi, je vois sur les spots de surf, par exemple, de plus en plus, on voit des mecs avec leur surfoil qui gèrent grave, hein. Enfin, il n'y a pas de débat, mais ils sont au milieu de tout le monde. Tu te dis, là, la cohabitation, elle va pas être évidente. Et moi, j'ai pas du tout envie de me ramasser le foil d'un surfoil dans la tronche. Bah ouais, personne n'a envie de se manger un foil, c'est sûr, mais après, je pense que comme tu l'as dit, voilà, ça dépend du niveau. Les gars qu'on voit faire ça, alors il y en a, c'est peut-être pas le cas, mais la plupart, ils doivent être quand même, ils savent ce qu'ils font. Et voilà, j'espère pour eux. Et je pense que c'est sûr, la cohabitation, par exemple, d'un débutant et d'autres surfeurs débutants ou pas à côté, ouais, c'est une mauvaise chose. Mais après, normalement, quand on gère le truc en surfoil, je pense qu'il y a moyen de gérer le risque, quoi. Alors toi, tu es un expert du foil. C'est quoi tes conseils pour ceux qui s'y mettent et qui veulent progresser? Eh ben, si on veut faire du surfoil, c'est pas la meilleure idée d'aller directement dans les vagues, à moins d'être un très bon surfeur avant. Mais sinon, le mieux, et c'est ce que tout le monde fait quasiment, c'est d'aller faire d'abord du towing derrière un bateau
voilà, tracter derrière un bateau, un jet, n'importe quoi, même un câble, juste pour apprendre les sensations du foil parce que elles sont très différentes de n'importe quelle planche sur l'eau. Et une fois qu'on a bien les sensations du foil, qu'on est même peut-être capable de pomper un peu sur le flat et tout ça, et là peut-être qu'on peut aller dans les vagues, quoi, ou commencer la wing. Il faut savoir que la wing, c'est quand même le sport en foil le plus facile à apprendre. Hein. On commence parce qu'on va commencer avec un gros foil, donc le gros foil c'est quand même beaucoup plus facile que des petits foils, potentiellement un mât plus petit, donc ça marchouille. Ouais. On est sur un support qui flotte au départ, quoi, donc on peut prendre de la vitesse progressivement. Après, le windfoil, c'est aussi facile pour un utilisateur qui a déjà fait du windsurf, par exemple. Windfoil, donc c'est planche à voile avec un foil à l'arrière. Ouais, mais pour quelqu'un qui a absolument rien fait, si on choisirait entre le kite foil, le windfoil et le wing foil, ça serait le wing qui l'emporterait de loin, quoi. On a parlé du Morne, de la Nouvelle-Calédonie, tu es sur le tour, tu voyages pas mal. C'est quoi ton meilleur souvenir de session? Ouf, j'en ai plusieurs, hein, mais je pense que les sessions chez moi en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même l'une des meilleures. Hein. On a 2 vagues qui sont vraiment adaptées, en tout cas à mon niveau en wing, et qui me plaisent vraiment. C'est-à-dire donc des vagues un peu costauds avec du riff en dessous? Ouais, faut savoir qu'en Calédonie, toutes les vagues, c'est que du riff, ouais. Et voilà, non, mais elles ont juste la bonne vitesse pour ce que j'aime faire, quoi. Est-ce qu'il y a une cesse là qui te vient en tête, une cesse particulière Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est explorer et découvrir des nouveaux spots. Et donc, j'aimerais énormément aller rider une vague qui est pas loin de la Calédonie. C'est une demi-heure de vol, c'est à Fidji. Voilà, c'est Cloudbreak. Voilà, donc ça marche dans les mêmes conditions que quand nous ça marche. J'ai vraiment envie d'y aller, j'espère, cette année. Les sponsors sont informés. Oui, ils sont au courant. Hein. Et plutôt supportifs, j'imagine. Oui, il me semble, ouais. En revanche, ça a été quoi ta plus grosse galère? Oh là, alors là, faut que je réfléchisse un petit peu. Hein. Ah vas-y, prends ton temps, on a tout le temps. Parce que j'en ai eu des galères, hein. Forcément, mais la plus grosse... Ouais, si, j'en ai une pas mal, ouais, quand même. Avant, je faisais, comme je t'ai dit, du kite foil, tu vois. Et on faisait des compétitions, comme en wing, tout autour de la Terre, encore plus. Et je suis allé plusieurs fois aux Émirats Arabes Unis. Donc là, c'était à Dubaï. Donc on faisait une compétition de kite foil. Et puis un jour, c'était un day off, là, pas de compète, ou après la compète, je crois. Et il y avait de la brume un peu. Et mes copains, ils sont allés faire un photoshoot en kite foil, mais moi, je faisais pas partie de la team. Donc du coup, je suis allé me promener un peu plus loin, à côté. Mais dans la brume, on voyait pas où est-ce qu'on allait. Et on devinait quand même un peu la ville, hein, les grandes tours et tout ça. Et ouais, j'aime bien me mettre parfois des petites missions, explorer, tout ça. Et donc le vent, il était side en gros à la plage. Et moi, je suis rentré dans un petit canal avec mon kite foil, qui rentrait un peu dans les terres, un peu dans la ville, quoi. Alors je suis rentré, peut-être 1 km ou 1,5 km. Et après, d'un coup, pam, ça tournait à 90 degrés sur la gauche. Et donc là, j'étais full upwind. Et dans une tout petit bras de rivière qui faisait peut-être 250 mètres de large, tu vois. Et donc j'ai tiré des bords, remonté pendant 1 km ou 2 km. Et après, je suis arrivé à un pont. Et je me suis dit, oh là là, je vais essayer de passer dessous, quoi. Ça passait avec l'aile basse, tu vois. Je sais pas, il faisait peut-être 15 mètres de haut à peu près. Il y a des grands ponts à Dubaï. Oui, voilà, il faisait 15 mètres de haut, ça passait. Fallait pas mettre l'aile au zénith, quoi. Ouais. Et il s'avère que pile quand je suis passé dessous, le vent était irrégulier, hein, c'était à moitié dans la ville, il faut s'imaginer, c'était un fleuve dans la ville. Et j'ai pris une rafale qui s'appelle refusante, donc c'est-à-dire que je passais plus sous le pont, ça remontait pas assez au vent, et donc du coup je me retrouvais face au mur du pont de l'autre côté. Sauf qu'au-dessus de ma tête, il y avait le pont et je pouvais pas lever mon kite. Mais en fait le pont il était en 2 parties, donc les voitures d'un sens, les voitures de l'autre, et au milieu il y avait un trou qui faisait peut-être 10 mètres de large, 15 mètres de large. Et je me suis dit c'est pile le moment pour lever mon kite et faire un virement, quoi. Juste sous le pont avec cette petite espace. Et j'ai levé mon kite et j'ai vu que, j'étais trop tard et que ça allait toucher l'autre côté de la route. Mais il faut savoir que voilà, mon kite, il était au-dessus, du coup, des 2 ponts, tu vois, mais au milieu. Voilà. Et donc, du coup, il était au-dessus
Et là, j'ai fait, ah non, c'est trop tard. Du coup, j'ai tiré le plus fort que j'ai pu pour arrêter mon kite, parce qu'on peut arrêter c'était une aile à caisson, tu vois, donc tirer sur les arrières. Et au final, j'ai décollé. Je suis monté à 3 mètres au moins, 3-4 mètres. Et en l'air, j'ai continué d'avancer face au vent. Et mon kite, il s'est posé sur le pont, mais en haut, il y avait des pics, comme une barrière. Et du coup, je me suis retrouvé pendu sous le pont, comme ça. Et j'avais plus mon foil au pied, et j'avais fait tomber. Et voilà, j'étais pas haut, hein, j'étais à 1 mètre, 2 mètres au-dessus de l'eau. Mais j'étais pendu, et j'étais au milieu de la ville avec le truc pendu. Et quelques secondes après, ça s'est à moitié déchiré, mon kite. Et il est tombé à l'eau, et voilà. Et puis je suis rentré à la nage, ouais. Non, c'est un bateau de pêcheur qui m'a récupéré, qui passait par là. Il m'a déposé en plein milieu de la ville à moitié. Et j'ai marché pendant 1h30 au moins, puisque j'avais pas de téléphone, j'avais rien. On est à Dubaï, personne ne voulait de moi, pas un taxi, rien. J'ai marché pendant 1h30 à la plage, au spot. Et quand je suis arrivé, mes potes, ils étaient en panique complète. Il y en avait qui avaient appelé la police et tout ça, ils savaient plus où j'étais. Ils m'avaient perdu, un jour de brume, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé pendu sous un pont par mon kite à Dubaï. Voilà. Ah je te remets, je t'applaudis. Te remets l'Oscar de la plus belle connerie. Bon, non, mais c'est pas mal. Après, j'en ai fait d'autres, hein, mais ça, c'était pas mal quand même. Ah ouais. Mais je sais pas. Moi, j'oublie un peu mes histoires et souvent, c'est mes copains qui me les rappellent. Mais du coup, t'es quand même un peu... tu disais tout à l'heure, chez mes doubles backflips, je mets mon casque, je mets l'impact vest et tout ça. Mais là, cette anecdote, ce que ça raconte, c'est que t'es un peu freestyle, quoi. T'hésites pas à aller... tu vois un truc, tu te dis, tiens, je vais aller voir par là ce qui se passe, puis on verra bien, quoi. Ouais, complètement. Hein. Ouais, non, j'aime bien l'aventure et faire des bêtises un peu des fois. Hein. On a parlé beaucoup de wing, hein, de kite, de foil, de surf. Tu fais d'autres sports de glisse. Qu'est-ce que tu fais en dehors de tous ces sports nautiques? Il y a d'autres choses que tu fais par ailleurs? J'aime bien voler pas que dans l'eau, au-dessus de l'eau, mais aussi dans les airs. Pas mal de parapente et de vol à voile aussi, du planeur. Et voilà, je pilote des avions aussi. C'est pour ça que je fais mes études là-dedans. Ouais, ça c'est intéressant. Hein. Donc, tu es basé à Montpellier aujourd'hui. Hein. Ça te permet de rider, mais ça te permet aussi de suivre des études pour être pilote d'avion, c'est ça? C'est ça. Voilà, je termine mes études de pilote de ligne. Là. Cool. Ça a toujours été ton souhait professionnel? Pas toujours, mais depuis peut-être mes 16 ans, 16-17 ans. Ouais. Et donc tu as envie de travailler sur une grande compagnie, sur des jets Non, j'ai pas de projet particulier. Hein. Voilà, là, comme je dis, je finis mes études dans 1 ou 2 mois et après, j'ai vraiment envie de me concentrer dans le ride, le wing, tous les sports nautiques le plus que je peux. Je sais pas combien d'années ça durera, mais voilà, c'est mon backup pour plus tard. Hein, génial, donc la fin d'année scolaire, tu es diplômé, ce sera quoi ton diplôme de pilote? Je connais pas bien. De pilote de ligne pro. Ok. Et après, j'ai bien envie de me concentrer à la wing le plus que je peux, peut-être 5-10 ans. Peut-être que j'aurai d'autres opportunités là-dedans, je sais pas. Voilà, c'est important quand même d'avoir un backup en tant que rider pro, hein, c'est super, on a une vie géniale. Franchement, c'est l'une des plus belles écoles pour moi. On voyage, on rencontre du monde, j'apprends énormément. Mais quand j'ai plein d'amis anciens riders pro, ils m'ont toujours dit de faire attention à ta reconversion, quoi. Donc peut-être que j'aurai des opportunités, je sais pas, je peux travailler peut-être en tant que designer, je peux être un revendeur, ouvrir une école de kite. Mais voilà, je suis quelqu'un de passionné avant tout. Bon, donner des cours de kite ou de wing, ça n'a pas non plus été ma plus grande passion. Mais voilà, je suis passionné d'aviation aussi, donc depuis tout petit. Donc si je peux travailler là-dedans en faisant ma passion plus tard, ce serait génial aussi, quoi. Et ce qui est assez rigolo en plus, c'est que tu fais du foil, mais finalement, souvent les gens se demandent comment ça marche un foil. Mais en fait, quand on regarde du dessus, en fait, un foil, c'est juste un avion qui vole dans l'eau. Hein. Donc on a une grande aile qui porte et la petite aile derrière qui stabilise. Et c'est le même fonctionnement en fait. Hein. Ouais, c'est exactement la même chose. Et on avait fait un épisode de podcast avec Christophe de France, c'est le boss de Redwood Paddle et de Powerfoil, qui disait, et ça m'avait marqué, il dit c'est marrant avec le foil parce que en fait on a appris à voler d'abord dans l'air avant que de le faire dans l'eau. Alors qu'il n'y a rien de plus simple c'est beaucoup plus simple de le faire dans l'eau que dans l'air, quoi. Donc je trouvais que c'était assez marrant.
Ouais, je sais pas, je vois pas pourquoi c'est plus simple de le faire dans l'eau que dans l'air, hein. Quand même au niveau des matériaux et tout ça, il a fallu quand même quelques années pour... bon, on pourrait faire quelque chose, c'est vrai, en aluminium de gros, qui serait peut-être pas performant, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'on aurait pu y penser avant, peut-être. Je sais pas, il faudrait réfléchir à l'époque, hein, où peut-être on avait moins de matériaux composites et tout ça, ça aurait été peut-être plus compliqué d'en fabriquer, quoi. Et c'est aussi ça, je pense qu'il faut mettre en perspective. Hein, on a dit que le wing, ça avait explosé en 6 mois. Mais en fait, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est aussi la composante de plein de sports et de petites révolutions technologiques qui sont combinées, hein, avec le foil. Le foil, ça n'a pas 3 ans, Oui. le foil. Hein. Le foil, ça a 20, voire 30 ans. Ça fait très longtemps que ça existe, mais c'est devenu un peu plus grand public avec des matériaux nouveaux, la recherche. Le wing, c'est aussi toute la technologie des petites ailes gonflables qui a été développée par les kites. Oui, oui. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont retrouvées et finalement conjuguées à un moment et qui fait que l'explosion, elle est là aujourd'hui. Ouais, j'allais dire exactement la même chose. Ça sort pas de nulle part. Non, non. Avant de passer à un autre sujet, je voulais te demander justement, on parlait de l'explosion du wing, on a évoqué le fait que toi, tu avais progressé super vite en wing. Hein. On le dit, tu es double champion du monde en race et en freestyle, ce qui a rien à voir entre guillemets. Hein. C'est pas simple d'être sur les deux. Tu viens du monde de la race d'ailleurs. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai un peu suivi l'actualité sans d'ailleurs aller dessus tous les jours, mais j'ai l'impression qu'au début, tu étais dans la picture des gens qui faisaient du wing, mais tu n'étais pas forcément je parle au tout début, hein, la première année, tu n'étais pas forcément le meilleur. Il y avait peut-être des gens comme Kyle Henny ou d'autres personnes qui étaient plus visibles, en tout cas qui étaient les premiers à pousser les figures. Et toi, j'ai l'impression là, que tu as accéléré en un an et demi. Comment t'expliques là, que tu explosais, que tu laisses du monde derrière là, en très peu de temps? Alors, je dirais pas ça exactement comme ça. Alors, peut-être qu'au début, j'étais pas celui qui s'affichait le plus parce que voilà, je venais de la race en kite, c'était pas un sport très connu, j'étais peut-être pas très visible, mais j'ai gagné de la visibilité bien sûr maintenant grâce à la wing et c'est peut-être pour ça qu'on voyait d'autres athlètes, oui, comme tu as cité Kai bien sûr qui est connu de tout le monde. Mais après, exploser, je sais pas, mais c'est surtout que je me suis concentré là-dessus, quoi, surtout. Puis j'ai participé aux événements où j'ai eu des bons résultats. Mais non, je m'y suis concentré et peut-être que d'autres personnes comme Kai s'y concentrent pas. Je veux dire, il a bien d'autres choses à faire plus intéressantes pour lui que ça. Je suis sûr et certain que s'il avait mis la même énergie que moi j'ai mis dans la wing, ça serait lui le champion du monde. Tu vois, il est certainement au moins aussi, voire plus doué que moi et que d'autres. Et déterminé, quoi. Donc c'est juste que moi ça m'a vraiment plu ce sport et que voilà, je voulais m'y intéresser et mettre toute mon énergie dedans et c'est peut-être pour ça que j'en suis arrivé là, mais c'est en premier lieu parce que ça me plaît vraiment aussi, quoi. Ah, mais c'est intéressant ton commentaire parce que d'un côté, je comprends ce que tu dis et c'est vrai qu'il y a de plus en plus dans les sports de glisse le côté waterman, c'est-à-dire je fais un peu de tout. Et donc, c'est vrai qu'on voit plein d'images de gens qui font du wing, qui en font plutôt bien, mais qui viennent de la planche à voile, du surf, des windsurfers pro, et qui aiment bien faire des images, mais qui continuent à faire plein de trucs en disant voilà, c'est un nouveau joujou. Mm-hmm. Et en même temps, moi j'ai le sentiment qu'il y a à chaque fois chaque révolution technologique qu'on a dans les sports de glisse, le kite, le sup, le foil, maintenant le wing, en fait, tu as un peu tous les champions ou tous les passionnés qui voient un peu la nouvelle révolution arriver et qui savent qu'il y a un créneau à prendre. Et donc des gens qui se disent si je veux être champion du monde de wing, c'est maintenant parce que de toute façon dans 5 ans il y a des jeunes qui auront grandi avec ça, c'est mort. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont identifié le créneau. Et tu dis je suis le seul ami. Bon ok, Kyle Henny c'est un exemple qui est peut-être pas le bon, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui essayent de se concentrer dessus en se disant c'est maintenant que ça se passe. Et quand même, le mec qui, pour l'instant, a tapé tout le monde, c'est toi, quoi. Ouais, non, c'est vrai, bien vu. Enfin, je comprends ce que tu dis. En fait, voilà, ça, c'est grâce à d'autres facteurs aussi. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai été peut-être parmi les premiers à en faire. Voilà, il faut savoir que j'ai commencé en avril 2019, donc il y a 3 ans. Enfin, j'ai vraiment réellement commencé peut-être 1 ou 2 mois après, mais j'ai goûté à ça très tôt. Et surtout, voilà, j'ai eu la chance d'avoir... j'ai une grosse expérience avant en foil, en kite foil que
en fait, il y a peu de kitefoilers, racers qui se sont convertis en wing. Et il faut savoir que quand on fait du kitefoil à haut niveau, on est très à l'aise sur un foil parce que on va à 30, 40 nœuds, on fait des jibes à 40 nœuds, voilà, sans problème. Donc après, aller sur un wing et faire des sauts, c'est facile, entre guillemets, tu vois. Et puis aussi, j'ai eu la chance, et c'est vrai, je pense que je suis sponsorisé par une marque qui fait l'un des meilleurs matériels, donc forcément ça m'a aidé. Et en plus, j'ai eu la chance de voyager à des endroits qui sont adaptés, notamment chez moi ou en Nouvelle-Calédonie, ou alors durant des trips à Madagascar ou à l'île Maurice avec F1. Donc forcément tout ça combiné a fait que ça m'a aidé à en arriver là. Et réellement, il y a des choses qui me plaisent énormément, faire du kite dans les vagues, du surf, tout ça, mais c'est un des trucs qui me plaît le plus des passions que j'ai, quoi. Notamment aller dans les vagues. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup poussé ça et j'en ai fait naturellement, quoi. Voilà, pendant tout le confinement, moi j'étais en Nouvelle-Calédonie, tout le début. Ça aussi, c'est pendant important. que les autres ils étaient sur Netflix coincés, toi tu raidais. J'ai eu une chance je sais pas si tu savais, si tu me suivais déjà à cette époque ou pas, mais voilà, si tu veux, donc voilà, la wing ça a apparu en 2019, mais ça a explosé certainement en 2020 et malgré le Covid. Et moi en mars 2020, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir là-bas que il y a eu 10 jours de confinement seulement. Et moi, j'étais confiné chez un ami au bord de la mer, donc c'est là où j'ai quasiment le plus ridé de mon séjour. Mais voilà, je suis resté 6 mois là-bas et j'ai eu des conditions, c'était une année exceptionnelle où j'ai énormément navigué et fait de la wing et j'ai beaucoup progressé, j'ai fait du contenu. Et voilà, ça m'a mis en avant et du coup, tout a suivi derrière. Voilà, mes sponsors, j'ai pu développer du bon matériel aussi là-bas et voilà, quoi. Du coup, là, t'es en plein kiff, t'es ultra comblé, hyper heureux. Est-ce que si je te donnais une baguette magique pour changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose là ? J'aimerais que les journées durent plus que 24 heures, parce qu'en ce moment, c'est dur d'allier études et malgré tout, même si en ce moment, je suis pas énormément sur l'eau, c'est un printemps un peu maussade en ce moment dans le sud de la France. Et froid, et même si je suis pas tous les jours sur l'eau, le wingfoil ça me prend quand même du temps à côté. Et donc si je te donne 8 heures de rap par jour, t'en fais quoi ? Je pourrais étudier plus, m'entraîner plus, naviguer plus et répondre à, je sais pas, plus de mails, comme ça. Bon alors du coup Titouan, 25 ans, bientôt pilote de ligne, champion des sports de glisse, ça fait rêver. Tu me dis que la seule chose que tu changerais serait d'avoir plus de temps. Moi souvent les auditeurs ils me posent la question et ils disent mais comment ça marche ? C'est quoi le business model entre guillemets pour faire tout ça ? C'est comment tu organises tes revenus ? Comment ça fonctionne ? Jusqu'à aujourd'hui j'étais en tant que micro-entrepreneur. Et là, je vais passer en société, mais c'est juste pour fiscalement que ce soit plus intéressant pour moi. Mais comment on fonctionne ? C'est quasiment ça pour la plupart des riders. Donc on obtient notre matériel déjà principalement auprès de notre sponsor. Qui nous est donné ou prêté en fonction des produits. Et puis après, souvent, là je parle dans l'évolution classique, on va demander à avoir du budget pour pouvoir se déplacer, participer aux compétitions, payer les frais d'inscription, de voyage, hôtel. Et ensuite, on peut demander aussi du budget pour aller faire des images, pour leur rendre des images aux sponsors, aux magazines, pour les sites internet, pour plein de choses. Donc un budget supplémentaire. Et puis après, certains riders peuvent être rémunérés à l'année, au mois, au trimestre. Et voilà, et donc du coup, pour avoir ça, il faut être forcément, en France en tout cas, avoir une micro-entreprise ou une société pour pouvoir les facturer, facturer ses sponsors. Après là, moi, mes revenus ils viennent principalement de mon sponsor principal F1, mais j'en ai aussi d'autres plus petits, et chez d'autres riders, ils ont des sponsors externes du style, je sais pas, Red Bull, des trucs comme ça, que j'ai pas encore, mais peut-être un jour. Ça viendra. Ouais. Je reviens sur ce côté moment où tu vois, c'est un moment qui est super intéressant pour toi, où ça explose, ça marche bien, il y a des perspectives et tout ça.
Tu disais tout à l'heure, je suis bon, je suis le meilleur, mais j'avais peut-être un temps d'avance aussi par rapport à l'entraînement, mais c'est aussi parce que je m'engage à fond. Qu'est-ce que tu te dis là? Là, tu vas être diplômé dans quelques semaines. Tu me disais que tu allais avoir envie de te consacrer à ça pendant quelques années. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour rester là où tu es? Oula, je pense que mes sponsors, ils aimeraient bien m'écouter là quand m'écouter répondre à cette question là. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Franchement, moi j'ai toujours fonctionné, je suis quelqu'un de passionné et c'est la vérité, j'ai toujours. Moi, je veux pas la réponse des sponsors. Ah, Je veux que tu me dises ce que tu penses toi. Non, mais voilà, la vérité c'est que j'ai toujours aimé me faire plaisir, je suis quelqu'un de passionné et j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Et voilà, ce qui me plaît principalement dans les sports de glisse, c'est me faire plaisir, aller rider à des endroits super jolis où il y a des pures conditions avec des personnes cool, des amis, des personnes cool avec qui partager ces sessions. Voilà, c'est ça qui me fait le plus kiffer aujourd'hui. Après, bien sûr, les compétitions, c'est très important, surtout pour se mettre en avant aujourd'hui. Et donc, pour ça, c'est sûr, il faut s'entraîner. J'aime bien m'entraîner, mais que ça soit en même temps ludique et que je me fasse plaisir en même temps. Donc, ce que je vais mettre en place, c'est par exemple, je vais certainement passer beaucoup moins de temps en France maintenant et plutôt aller passer plus de temps dans les endroits chauds, ventés, où c'est plus simple de s'entraîner et c'est plus plaisant, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est ça que déjà je vais faire. Donc sûrement que je passerai plus de temps en Nouvelle-Calédonie ou sur d'autres îles qui me plaisent. Et voilà, c'est principalement ce que je vais faire. Après, j'essaie toujours d'optimiser aussi par le matériel. Tu ressens de la pression? T'as de la pression là, tu ressens de la pression, te dire bon, faut quand même que je performe en compète, faut en même temps que je gère du contenu pour les réseaux sociaux, et puis faudrait en faire quand même une ou deux fois par semaine, et puis il y a machin qui est en train d'envoyer le triple, ce serait bien que ce soit moi le premier. T'es dans cette dynamique-là, tu ressens ça? Un petit peu. Après, voilà, je sais que là, je suis content, j'ai quand même fait mes preuves l'année dernière. Et voilà, l'année est longue, il va y avoir une première compétition, là, dans un mois et demi. Voilà, je suis quand même confiant, je sais qu'il y a quand même une grande partie pour les compétitions, c'est aussi l'expérience. Voilà, il y a plein de jeunes qui viennent, c'est sûr, ils vont peut-être gagner une étape, peut-être gagner deux étapes. Mais l'expérience aussi est très importante et ça, ils ne l'ont pas encore. Voilà, parce qu'il y a plein de facteurs sur lesquels il faut jouer. En plus, cette année, il va y avoir deux titres. Enfin, cette année aussi, mais l'année dernière, il y avait. Mais voilà, il y aura vraiment deux disciplines séparées, la race et le freestyle. Donc, il faudra gérer les deux. Donc, peut-être qu'on essaiera de se concentrer que sur un cette année. Tu te concentrerais sur quoi? Je sais pas, en vrai, sur ce quoi je serai le meilleur, on va dire. Non, je sais pas, ça dépend. Il va y avoir des box de matériel pour la race, des limitations et tout ça. Donc, on verra aussi comment ça se passe là-dessus. Et puis, ça dépendra aussi des conditions sur chaque événement. En fait, c'est fou, mais c'est comme ça dans plein de sports. Mais par exemple, là, la première étape à l'E4, si on a de la tramontane et du vent donc offshore avec un plan d'eau plat, et ça sera certainement pas la même personne qui va gagner l'événement que si c'est un vent de sud-est avec des vagues de 1,50 m. Donc voilà, les conditions sur l'année aussi peuvent faire jouer plein de choses, quoi. Et après, c'est sûr, une des parties les plus importantes d'être un rider aujourd'hui en 2022, c'est les réseaux sociaux et c'est créer du contenu. Au début, ça, j'avais un petit peu pas de mal, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Mais maintenant, j'y prends goût, hein, c'est sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir des belles photos de soi. Et puis, c'est satisfaisant d'augmenter sa communauté, mais ça ouvre aussi d'autres portes pour des sponsors extra kite, extra wing. Donc j'y prends goût et du coup créer du bon contenu, ça veut dire voyager à des endroits assez sympas sur Terre, notamment des îles paradisiaques, et aller surfer, rider des vagues mythiques et tout ça. Donc ça me plaît. Voilà. Et ça demande un petit peu d'organisation maintenant
voilà, d'aller faire des photos dans certaines vagues qui sont pas forcément faciles d'accès. Mais tout ça, ça me plaît. Ça veut dire du voyage, des rencontres de personnes et un petit peu d'organisation aussi pour mener à bien tout ça, quoi. Excellent. Titouan, merci pour ton temps. C'était excellent. J'ai passé un super moment. Pour clôturer Mordu, j'ai bien posé cette question à mon invité. Qui t'aimerais entendre dans un prochain épisode de ce podcast? Quelqu'un qui t'inspire ou que tu aimerais entendre? J'aurais bien aimé entendre Antoine Girard, qui est un aventurier en parapente, voilà, qui a traversé des grandes chaînes de montagnes, notamment l'Himalaya en parapente, en solitaire, voilà, pendant des semaines. Donc je pense que ce serait intéressant d'écouter un peu ses aventures. Ouais, c'est l'aspect aventure qui t'intéresse là-dedans? L'aventure et expédition, quoi. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer, quoi, quand on part pour 2 semaines à dormir là où il fait -20, sans rien, sans réseau. Ça doit être sympa. Écoute, il nous racontera s'il s'est déjà retrouvé accroché à un pont à Dubaï à son parapente. Voilà. Titouan, un grand merci, c'était un plaisir. Et De puis rien. je te dis à bientôt. Carrément, merci beaucoup. Salut, ciao. Bye bye. Yo, vous êtes encore là? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'imagine que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Titouan. Je pense que l'on va encore longtemps entendre parler de lui et j'ai hâte de savoir où il va emmener le Wingfoil. Sur ce, on vous laisse. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like sur votre app, sur Apple Podcast, sur Spotify, ça nous aide énormément. Et on n'oublie pas, parler de ride, c'est bien, rider, c'est encore mieux. J'espère que vous avez une bonne session dans les tuyaux qui arrivent. La bise, à bientôt, ciao.